Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Partez avec nous découvrir les lieux et les patrimoines de nos régions, les villes et les villages, avec toutes les équipes de Télévision locale de France et de la presse quotidienne régionale. Vous connaissez certainement d'ailleurs les Rillettes du Mans, on va démarrer avec ça, et l'eau de vie des Rillettes, est-ce que vous connaissez? C'est bien sûr en Sarthe que cela se passe. Au Mans, la distillerie du Sonneur fait le buzz cette année et l'équipe de Via LMTV Sarthe a assisté à la toute première dégustation de cette eau de vie, pas comme les autres, à déguster bien sûr, mais avec modération, regardez. Les Rillettes macèrent depuis une semaine dans de l'eau de vie de blé. C'est l'heure de mettre le mélange dans l'alambic pour en sortir une eau de vie aromatisée par le produit phare de la gastronomie sartoise. Nous, l'objectif ici à la distillerie du Sonneur, c'est de mettre en valeur au maximum les ressources locales. Donc on distille du marc de Janière, du marc de Pinot de Nice, on va distiller des lits de bière locale. Donc la rillette, c'était une évidence pour nous, quoi. En pratique, on peut tout distiller. La technique, les rillettes sont trempées dans un alcool neutre. La distillation va servir à fixer les arômes dans l'alcool. Au bout d'une heure, les premiers centilitres d'eau de vie de rillette apparaissent, en présence d'une cinquantaine de Sartois qui ont eu le privilège d'être les premiers à la déguster. On a bien un goût de rillette, mais pas trop fort, juste comme elle est sur une tartine. À l'odeur, on sent bien le goût des rillettes. Quand on goûte, c'est tellement fort en fait que ça explose. Mais faut voir, quoi. Je pense qu'après il faut que ça évolue, que ça soit travaillé. Alors l'eau de vie de rillette sera-t-elle consommée en apéritif ou en digestif, en cocktail ou bien en cuisine? L'avenir le dira. Le goût définitif ne se révélera qu'après un processus d'affinage. Il y a un mois au minimum de vieillissement pour que les vapeurs les plus volatiles s'évaporent. En fait, les plus volatiles, c'est le plus agressif. Donc le produit s'arrondit, les arômes se concentrent. Donc cette évaporation, c'est un nom bien connu, très poétique, c'est la part des anges. Voilà, donc il faut que la part des anges s'évapore pour qu'on ait un produit bien fini, bien rond. Les premières bouteilles de cet alcool 100% sartois seront disponibles le 14 mars prochain à l'occasion du premier week-end du printemps des Rillettes. Voilà, si vous passez dans les Hauts-de-France, ne ratez pas le château de Guise. C'est un ancien château fort de 1000 ans d'histoire militaire situé dans l'Aisne. Et chaque été, des dizaines de jeunes, vous allez le voir, passent plusieurs semaines sur place pour participer à sa restauration. C'est ce que l'on appelle les chantiers jeunes. Et nos confrères de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, nous fait découvrir ce trésor. Regardez. Alors, il y a un château ici à Guise depuis 1000 ans, depuis le Xe siècle, parce qu'ici à Guise, on est depuis toujours sur un axe routier stratégique, et donc c'est un endroit très passant, alors pour le commerce, pour la population, mais aussi dans des temps plus anciens pour les armées. Donc il a toujours fallu se défendre, et donc on a bâti ici un château fort dès le Xe siècle, et puis il était probablement en bois. On a fait un château en pierre au XIIe, XIIIe siècle, et puis finalement on a transformé ce château en forteresse au XVIe siècle qui soit capable de résister à l'artillerie. Et le château qu'on voit aujourd'hui, il est essentiellement du XVIe siècle, mais reste le donjon qui est derrière nous, qui lui est du XIIe, XIIIe siècle. Alors il y a eu jusqu'à 17 hectares de fortification à Guise, et effectivement c'est un lieu très agréable à la fois de promenade et de visite, où on peut en apprendre sur le château, sur l'histoire de l'architecture, et il y a tout un parcours de visite à l'intérieur du château. On visite les différents étages du donjon qui est derrière nous, et puis on visite des souterrains de contre-mines, des casemates d'artillerie, il y a une salle de musée archéologique, on voit le plan au sol de l'ancienne église du château, on visite les celliers de l'arsenal. Vraiment, il y a tout un parcours. Il faut compter environ 1 heure pour visiter. Donc pour les passionnés d'histoire, il y a de quoi faire ici. Aussi, l'été, on a des tentes, je crois, tu m'expliquais, parce qu'on a... C'est ça. On ne visite pas seulement un château, mais on visite aussi un chantier, puisque le château est en cours de restauration depuis 60 ans, avec des jeunes, les jeunes du club du Vieux Manoir. Mais tu vois, là on vient de monter un échafaudage en prévision des chantiers de cet été pour faire une reprise de maçonnerie au Rhin de la voûte, et il y aura des chantiers comme celui-là un peu partout dans le château, puisque depuis 60 ans, des jeunes viennent
consacrer une partie de leurs vacances à restaurer le château. Les jeunes qui viennent faire des chantiers chez nous, c'est pour eux une activité de loisir. Et ils viennent sans connaissance ni savoir-faire particulier. Et on a une équipe d'encadrement qui a une compétence à la fois technique et pédagogique qui va s'occuper d'eux et qui va leur apprendre les gestes techniques, la maçonnerie, la taille de pierre, le pavage. Là, les pavés sur lesquels on marche, ils ont été posés par des jeunes. Ça doit être un moment de folie, de pure folie, de pouvoir se dire « T'as fait quoi cet été ?» Bah écoute, moi j'ai dormi 15 jours sous la tente en plein milieu du château. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre pendant 15 jours dans un château fort et c'est la proposition qu'on fait aux jeunes. Donc tous les jeunes à partir de 14 ans peuvent venir faire un camp chantier chez nous. Donc il y a à la fois les activités de chantier, il y a aussi des activités de loisirs, des oui, ils font la veillées. fête quand même. Et puis, rassure-nous, oui. Nicolas, ils font pas que travailler parce que je sais pas s'ils vont Non, vouloir. alors encore une fois, c'est une activité de loisirs. Il y a des jeunes de la région, mais il y a des jeunes de toute la France et même des jeunes de partout en Europe et même d'autres continents. C'est aussi un grand moment de rencontre. On peut même parler anglais, quoi. C'est au ça. milieu du château. Franchement, c'est super chouette. Et puis si vous restez dans cette belle région, eh bien profitez-en pour assister aux joutes nautiques d'Or, situées près de Cambrai, donc dans les Hauts-de-France. Vous pouvez les voir sur ces images aériennes. Ces joutes ont lieu comme chaque année sur l'étang, situé lui-même au centre du village, face à la mairie. Une tradition qui perdure pour la plus grande joie des amateurs et qui souvent donne lieu à de beaux duels. Regardez ce reportage. Voilà, pour les plus sportifs d'entre vous, je vous propose maintenant une balade en vélo. Plus précisément, nous partons en Bretagne pour 30 km et 2 heures de découverte au bord de la Vilaine et à travers les communes de Brin-sur-Vilaine, de Langon et de Saint-Ganton. Une randonnée où l'on découvre de nombreux sites historiques. C'est un reportage de Claire Griot pour TV Rennes en Bretagne. Regardez. Alors ici, nous sommes sur le site de Corbinière avec l'imposant viaduc que l'on voit juste derrière moi. Et on peut rejoindre ce site, par exemple, en vélo, depuis Brin-sur-Vilaine, en longeant la Vilaine. Donc c'est une boucle qui est au départ de Brin-sur-Vilaine. Donc on peut louer d'ailleurs des vélos au départ de cette commune avec Roule-Vilaine. Et elle fait 30 km au total. Donc on passe par Langon, où vous avez la chapelle Sainte-Agathe, qui est une très belle chapelle d'origine gallo-romaine puisqu'il s'agissait de thermes à l'origine et qui a par la suite été édifiée en chapelle. Et l'église Saint-Pierre et Saint-Paul avec un clocher assez particulier. C'est remarquable puisque c'est un clocher et 13 clochetons. Ces monuments se visitent donc sur demande ou pendant l'été. On passe ensuite par la halte nautique de Port-de-Roche où il y a un pont, le pont Napoléon qui est de style Eiffel, et sur lequel on peut voir graver les initiales de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Et puis on arrive ensuite en longeant la Vilaine jusqu'à ce site, le site de Corbinière. Alors ici on peut voir donc le viaduc de Corbinière, l'imposant viaduc ferroviaire qui est juste derrière moi. Et puis on est en plein cœur de la nature, on est au cœur d'une vallée boisée, donc c'est un agréable espace pour profiter en fait. À la fin de cette boucle, en revenant du coup à Brin-sur-Vilaine, on peut voir la chapelle Saint-Melaine, qui est une chapelle donc dans une petite clairière et qui est nommée ainsi d'après Saint-Melaine, donc qui est l'enfant du pays qui fut conseiller de Clovis. Alors c'est une boucle de 30 km, donc la première partie est relativement facile puisqu'elle longe la Vilaine plus ou moins. Après ça devient un peu plus vallonné pour revenir à Brin-sur-Vilaine en passant par le bourg de Saint-Ganton. Dans ce grand JT des territoires, on prend de la hauteur, direction les Alpes à présent. Nous allons tester avec vous une installation, elle s'appelle Weebit, sur le lac des Écoles, au Jet, dans les Portes du Soleil. Un parcours aquatique avec des obstacles accessibles aux enfants à partir de 8 ans. Victoria Lopez de la chaîne 8 Mont-Blanc nous met en garde. Attention aux chutes, c'est parti. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver au bord du lac des Écoles au Jet. Je suis avec Pascal qui gère cette activité, le Weebit. Alors en préparant ce reportage, tout le monde m'a demandé mais il y a un lac au Jet. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on se trouve par rapport au village ? Alors on se trouve légèrement au-dessus du village des Jets. Donc vous pouvez accéder au lac par le petit train ou la navette et on est à côté de l'école des Jets. Et le Weebit, alors qu'est-ce que c'est ? Alors il y a 4 ans, on cherchait des idées pour dynamiser le lac parce qu'on avait de moins en moins de fréquentation. Donc on a cherché des idées et on a trouvé ces modules en Allemagne. Et on a trouvé l'idée très intéressante. Et voilà ce que c'est devenu. Donc c'est le parc aquatique du Weebit.
Pour les enfants, les adultes, tout le monde peut s'amuser dessus? Oui, alors c'est pour les enfants de 8 à 99 ans. Donc il y avait beaucoup d'enfants qui étaient mécontents, qui étaient en dessous de 8 ans. Donc on a créé le petit Kids Park pour les petits enfants qui sont accompagnés de leurs parents. Est-ce qu'il y a des choses à savoir? On est équipé? Comment ça se passe? Oui, alors on a obligation de mettre le gilet. Et surtout la règle importante, c'est d'interdire d'être sous les modules. Alors c'est très difficile avec les gilets parce qu'ils flottent. Voilà. Après, il n'y a pas d'autres recommandations. Ce qui est important, c'est de s'amuser, de faire du bruit. C'est ce que je disais aux enfants. Ils ne sont pas à l'école, là ils ont le droit de crier et de faire du bruit. Kevin, tu es un des surveillants du lac ici. Comment ça se passe quand on passe au lac? On voit ça, on a envie de s'arrêter faire du Weebit. C'est très simple, donc il y a plusieurs accès au lac. Donc les gens qui se promènent par ici peuvent facilement voir les structures. Et la particularité du plan d'eau ici, c'est que tout est ouvert. Donc on peut rentrer un peu n'importe où, s'installer. Après on a des hôtesses de caisse qui font le tour du lac et qui viennent font régler l'entrée du lac aux personnes. Donc là c'est 11 € avec le multipass Porte du Soleil pour participer à l'activité Weebit. Et sinon l'entrée du lac seul c'est 3 €. On a un toboggan, on a une zone qui est ici surveillée réservée aux baigneurs, une zone petit bain pour les plus petits. Et donc nos 2 parcs Weebit. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes limité en même temps sur le Weebit, sur la structure? On a 65 personnes en temps normal sur la grande structure. Avec les soucis qu'on a rencontrés ces derniers temps avec le Covid, on va passer à 30 personnes, histoire de respecter un petit peu plus de distance entre les gens. Alors les enfants, Alexis, ça t'a plu? T'en as pensé quoi? Il est trop bien. Tu t'es amusé? Qu'est-ce que t'as fait sur le Weebit? On a sauté de la tour et puis on a bien profité de la catapulte. Bon, tu reviendras cet été? Oui. Ouais. Zoé aussi, tu vas revenir? Ouais. Ça te plaît le Weebit? Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce que t'as fait toi? On t'a vu beaucoup sauter, je crois. Hein? Oui, j'adore sauter, j'aime bien quand c'est dangereux. D'accord. Et puis il y a Eva qui m'a bien aidée. Ça a été, Eva, ça t'a plu? Oui. Ouais, malgré la petite chute. Ça va. Tu reviendras cet été? Oui. Bon, super, merci beaucoup les enfants en tout cas. Merci. Merci. Au revoir. C'est l'un des parcs animaliers les plus célèbres de France maintenant que nous allons visiter. Direction le zoo de Thoiry dans les Yvelines, à la rencontre d'un soigneur animalier. C'est le rêve de beaucoup d'entre nous, mais seulement 3 écoles en France préparent à ce métier. Après une reconversion, vous allez le voir, professionnelle, Julien Baronne, 32 ans, est donc devenu soigneur animalier. Portrait et visite guidée signée Manon Varaldo et Rodolphe Blondel pour TV78 dans les Yvelines. Mathieu pour Julien. Julien Baronne, 32 ans, s'apprête ce matin à aller donner à manger aux lémuriens. Là on est chez les Makikata, ce sont des lémuriens. Et ce que je fais généralement quand j'arrive le matin, c'est qu'on va procéder à un premier nourrissage. Ça nous permet, nous, en tant que soigneurs, de pouvoir regarder si tous les individus du groupe vont bien, s'il n'y a pas de blessures. Les lémuriens mangent des légumes le matin et des fruits le soir. Le soigneur leur donne quelques compléments alimentaires goût framboise. Chaque île est attribuée à une espèce. Ce sont des loges qui sont chauffées. À l'intérieur, ils ont à disposition de la nourriture et de l'eau. Ils ont un accès, donc actuellement, en pleine saison, quand il fait chaud, on leur laisse ce qu'on appelle un accès libre. Et quand les températures vont commencer à baisser, puisque ce sont des animaux qui viennent de Madagascar, ils n'ont pas forcément l'habitude des températures très froides, hivernales. Le soigneur du soir sera chargé, lui, de rentrer les individus. Ces lémuriens, plus timides, sont abrités dans un second bâtiment. Eux, de caractère, on les connaît parce qu'ils sont très méfiants, très peureux. Et du coup, ils se méfient, ils sont en même temps tentés par le bambou. On essaye de les habituer à l'extérieur. 80% du travail du soigneur animalier est consacré au nettoyage des enclos, une tâche en extérieur qu'il apprécie puisqu'avant d'être soigneur animalier, il était assistant logistique dans un entrepôt de fret aérien à Roissy. C'est aussi ça le métier. C'est un métier qui est assez physique. On travaille à l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur l'hiver d'avoir froid et l'été d'avoir chaud. C'est une reconversion professionnelle pour Julien. Il a découvert ce métier à travers des bénévolats. J'étais, je pense, un peu âgé pour faire les écoles. Du coup, je me suis tourné vers une formation à domicile qui va en fait vous fournir les cours. Vous êtes suivi par un professeur mais à distance.
et qui va donc vous fournir aussi des conventions pour les stages. Et ce qui est super important chez un soigneur, c'est l'expérience. Après plusieurs stages dans des parcs, Julien a débuté comme soigneur au zoo de Thoiry en juin, une reconversion professionnelle bénéfique pour le trentenaire. Ça n'a pas été un chemin facile, mais il faut s'accrocher et puis on y arrive. Il y a 2 équipes de soigneurs, Julien fait partie de l'équipe du matin. Il se retrouve avec sa collègue pour faire le point sur leur journée. Le reste du temps, le soigneur a toujours son talkie-walkie pour échanger avec ses collègues. Ils sont particuliers parce que ce sont des talkie-walkie qui, une fois allongés, vont sonner. Et donc si on a un incident quelque part dans le parc et qu'on se retrouve au sol avec la jambe cassée par exemple, le talkie va sonner chez tout le monde. Et donc du coup ils peuvent nous retrouver comme ça, ils savent qu'il y a une alerte. Les soigneurs s'occupent également des animations. Les visiteurs prennent place à bord du safari. On va donc accueillir les visiteurs, les faire monter dans le camion et partir pour une petite heure et demie de visite. Les visiteurs peuvent découvrir des lions, des éléphants et d'autres animaux durant cette visite en compagnie de Julien. En France, seulement 3 écoles préparent au métier de soigneur animalier. La France et le département des Vosges regorgent de sites à visiter durant les vacances. Exemple avec la commune de Charmes, entre Épinal et Nancy, avec ses espaces verts, son port, ses remparts, son église Saint-Nicolas ou son écomusée. La visite est réalisée par nos confrères de Via Vosges sur place. Regardez. Elle est connue pour être la ville qui a vu naître l'écrivain et homme politique français Maurice Barrès, mais également l'aviateur, ingénieur et poilu de la Grande Guerre Marcel Goulette. Charmes entre Épinal et Nancy, Vaucon s'y attarde si l'on souhaite séjourner en France et plus particulièrement dans les Vosges durant ses vacances. Au bord du canal des Vosges, à 2 encablures de son port de plaisance, cette aire de camping-car n'attend d'ailleurs que vous. À Charmes, on a la chance d'avoir déjà une très belle forêt de Charmes, d'où le nom de la ville. Et actuellement, il y a pas mal de randonnées avec les castors. Il y a aussi la véloroute qui longe l'aire de camping-car et beaucoup de chemins de randonnée. Sinon, pour tout ce qui est plus patrimoine, vous avez un écomusée qui est au bout de ce canal, le canal du Melin. Donc c'est l'écomusée du Battant. Le Battant remonte à 1860 avec son atelier de mécanique, sa scierie et sa centrale hydroélectrique, un site transformé de nos jours en écomusée. La centrale électrique tourne, mais elle ne produit plus. La scierie, si on a un bon scieur, elle peut tourner. Et l'atelier mécanique, on peut faire des démonstrations. C'est toujours en état de fonctionner. Donc là, la spécialité de la maison d'Azay, qui est beau par la suite, c'était la fabrication de la vis à pas carré. Autre lieu à découvrir, la maison du Chaldron, de style Renaissance, où durant la guerre de 30 ans a été signé le traité de Charmes entre Richelieu et Charles IV. Du coup, là, il y avait aussi la possibilité de rentrer les chevaux, puisqu'il y a des écuries par derrière. Et puis, il y a l'église Saint-Nicolas, en partie du 15e. Saint-Christophe a été sculpté pour la famille des Savigny-Bassompierre. Savigny est un village à côté de Charmes, où il y avait un château très important et une famille qui faisait partie des grands chevaux de Lorraine. Une église dont les vitraux et la chapelle Renaissance sont incontournables. Charmes détruite pour moitié durant la Seconde Guerre mondiale, a enfin un riche passé militaire, comme en témoigne ce double monument. Vous avez 2 représentations des combattants de 1870. Derrière le monument, vous avez un deuxième monument qui lui a été érigé après la guerre 14-18, en arc de cercle. Donc, ce qui fait croire aux habitants que c'est le monument de guerre 14-18. Ils ont oublié qu'il y avait en fait la commémoration de la guerre 1870. Et il y aurait tant à dire. Carpiniennes et Carpiniens prennent soin de leur histoire. Ils ont d'ailleurs leur conservatoire du patrimoine, où l'on y retrouve, entre autres, l'intégrale des œuvres de Maurice Barrès. Voilà, bonjour Denis Caro, vous êtes l'invité du Grand JT des Territoires et vous êtes le directeur des rédactions de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin. Alors cet été, évidemment, va être un peu particulier sur la Côte d'Azur avec de nombreux Français qui restent en France et qui donc vont tenter de profiter de la French Riviera, mais aussi de touristes étrangers que vous souhaitez faire revenir sur la Côte d'Azur. Alors qu'est-ce que Nice Matin va faire pour attirer ces gens-là sur la Côte d'Azur ? Effectivement, Cyril, on va vivre un été très particulier parce qu'il va y avoir du monde sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, puisque les Français sont encouragés à partir en vacances, surtout en France. On aura beaucoup moins de clientèle étrangère que d'habitude. Donc on va s'efforcer d'accompagner
ces touristes qui ne sont pas forcément les mêmes, ceux qu'on a l'habitude de voir. On va les accompagner dans nos pages et on va continuer bien entendu à accompagner les habitants de nos départements, les habitants mais aussi les acteurs de la région et je pense en particulier aux acteurs du tourisme, aux restaurateurs, aux hôteliers qui vivent une saison particulière et qui ont besoin d'être accompagnés eux aussi. Alors Denis Caro, j'imagine un dispositif spécial dans vos pages été de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin. Quel sera-t-il? Comment est-il constitué? Qu'est-ce que vous allez offrir de nouveau à vos lecteurs cet été? C'est l'été qu'on vend le plus de journaux, puisqu'on vend aux gens qui restent là et on vend aux touristes et on s'adapte avec un cahier qui s'appelle Envie d'été, un cahier quotidien de 16 pages avec toutes les propositions de balades, de sorties, de découvertes, mais aussi pas mal de nouveautés, bien entendu toute l'actualité people. Et on réintroduit aussi la tradition de la nouvelle. On fait appel aux écrivains et on a commencé la semaine dernière avec une excellente nouvelle d'Alexandre Jardin, Fake News à Nice Matin. Et je pense que ça va faire partie des moments forts dans nos colonnes. Enfin, Denis Caro, vous allez certainement avoir, j'imagine, sur le numérique des offres particulières cet été. Alors, quelles seront les offres numériques de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin? Très clairement, on poursuit, on accélère la transition digitale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on abandonne nos journaux. Le journal papier, on y croit. On y croit plus que jamais, mais c'est un journal qui sera et qui commence à être différent. On l'a déjà vu pendant la crise du Covid. Et sur le web, on continue à produire de plus en plus, à produire des contenus de plus en plus exclusifs. On fait partie des précurseurs, notamment sur la dimension journalisme de solutions. Ça marche très fort, donc on a des formats inédits, des contenus exclusifs, et on fait en sorte que toutes nos équipes, nos agences locales, nos services, fonctionnent comme autant d'agences de presse qui fournissent des contenus à la fois pour le digital et pour le papier. Voilà, Denis Caro, merci d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. À très vite dans le Grand JT des Territoires. Non loin de la Côte d'Azur, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, nous partons pour la Corse, à la découverte du célèbre fromage de Calanzana, l'un des fromages corses les plus populaires, à travers le portrait d'une bergère. La Corse, autrefois nommée île des bergers, demeure l'héritière d'une forte tradition d'élevage de brebis et de chèvres. Et c'est dans la forêt de Bonifatou, au bord de la rivière de la Figarella, que Sandrine élève un cheptel de 140 chèvres. Via Télépaésé, l'a rencontré pour nous. Regardez ce reportage. On a commencé il y a une vingtaine d'années. C'était par passion des animaux, parce que mon mari, Jean-Louis Guidogne, il a voulu continuer le fil de fabrication du Calenzane. Il était un peu en voie de disparition. Qu'est-ce que vous faites exactement comme fromage? On fait du type Calenzane. Après, vu que c'est un fromage à fabrication longue, je fais aussi des petits crottins, de la tome, des fromages en croûte, des fromages frais, du broutchou. Quelle est la typicité du Calenzane? Qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est un fromage piquant. Il est affiné dans des grandes caisses en bois qui font 2 mètres sur 1 mètre. On met 600 à 700 fromages à l'intérieur, qu'on lave une fois par semaine, de 6 mois à 8 mois. Ça dépend de l'intensité de piquant qu'on veut. Comment fait-on justement ce Calenzane? Du fromage frais, on met dans des gouttières qui le rendent carré. On le sale 3 fois. Une fois qu'il soit un peu dur, on les met en caisse, on les met sur champ. Qu'est-ce qui fait un bon fromage? C'est l'endroit où les chèvres sont, elles ne mangent pas la même chose. Les herbes n'ont peut-être pas les mêmes saveurs pour le lait. Et puis chacun utilise une sorte de brisure différente. Il y a un tas de petits détails qui fait que le fromage est différent. Le mode d'affinage aussi, chacun a sa petite touche personnelle. Le mode de caillage qui peut être aussi important. Et vous avez un cheptel de combien de chèvres? À présent, on en a 140.
C'est un élevage extensif. Il y a les mises basses, on commence en novembre pour vendre les cabris à Noël. Et après, la fabrication, elle commence fin décembre jusqu'à fin juin, mi-juillet. Ça dépend des saisons, s'il pleut plus ou pas. Notre production phare, je dirais, c'est le Calenzane. En Calenzane, j'ai dû faire 1200 fromages. Décrivez-nous une journée type ici, à la bergerie. On se lève vers 5h30 pour commencer à 6h. On a 1h30 de traite avec le nettoyage, avec la gestion des cabris, des chevreaux. Après, vers 8h30, 9h, on lâche les chèvres, on les monte sur le parcours. On redescend, on fait le caillage, le nettoyage, l'affinage, l'emballage si jamais. Et après, on peut partir sur le marché, sur les tournées. Et après, on recommence vers 17h, 18h. Les chèvres arrivent, on les nourrit, on les soigne, on s'occupe des autres animaux. Dans le meilleur des cas, elles arrivent à 18h, 19h. Dans le pire des cas, il faut aller les chercher, on rentre à 9h, 9h30. Qu'est-ce que ce métier vous a apporté dans votre vie? Ça m'a apporté beaucoup de patience parce qu'un animal, ça ne fait pas ce qu'on veut obligatoirement. Donc il faut apprendre à les connaître et à contourner un petit peu leur façon d'être pour leur demander nous ce qu'on veut. Voilà, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Bon courage à tous, au revoir.